Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est Canal Matin qui continue son bout de chemin. C'est l'heure de s'informer, mesdames et messieurs, à travers cette revue de presse bien orchestrée par Michael Tipkio qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue Michael. Bonjour Fidjil, bonjour Patricia. Je vous en prie, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? On est là, hein, ça va. Allez, tout de suite, on va démarrer par la nouvelle expression. Non, pas par la nouvelle expression. Ce matin, on va débuter par un hebdomadaire qui est paru également dans la tranche de la revue de presse ce matin. Il s'agit de l'hebdomadaire Terre Promise. Voilà, vous l'avez en image, qui parle de lutte contre le Covid-19 au Cameroun avec cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République qui prend finalement le dossier en main. Le ministre d'État va coordonner la task force créée par le président de la République à la présidence même, en même temps qu'une enquête judiciaire est ouverte contre les personnes impliquées dans la gestion des fonds Covid. Les structures qui en ont bénéficié vont devoir rendre leur gorge. C'est donc l'essentiel de la sortie du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dont l'hebdomadaire Terre Promise, le journal de Macombu en kiosque ce jour, rencontre ce matin. Le quotidien également paru aujourd'hui revient sur cette task force qui a été mise sur pied, une task force à la mesure de la haute confiance placée en Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, par le chef de l'État Paul Biya lui-même. Le Cameroun qui vient d'organiser avec succès le championnat d'Afrique des Nations. Il a été félicité par le monde entier pour la qualité de ses infrastructures grâce au travail abattu par la task force présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. En ce moment, la gestion des fonds Covid, la gestion des fonds Covid à la lutte contre le coronavirus fait l'objet d'enquêtes administratives et judiciaires. C'est alors que le président de la République décide de mettre sur pied de cette task force, une task force justement une fois de plus présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et c'est donc un autre succès retentissant qui s'annonce, écrit le journal Le Quotidien en kiosque ce jour, en rapport bien sûr avec le succès de cette task force pour ce qui concernait l'organisation des championnats d'Afrique des Nations au Cameroun. Réalité Plus, un autre quotidien paru aujourd'hui, parle aussi de cette task force et interpelle ceux qu'il appelle les bavards de se taire et laisser le secrétaire général de la présidence de la République travailler, n'en déplaise aux jaloux et ceux qui veulent voir le Cameroun tomber. Ferdinand Ngongo et son équipe vont encore bosser. Quand la réussite arrivera, comme c'était le cas pour le Chan, les détracteurs du Cameroun devront se repentir au lieu de se cacher. Il faut laisser le secrétaire général de la présidence de la République travailler en paix, encore qu'il a acquis cette possibilité justement de travailler du président de la République, le chef de l'État qui lui place une confiance sans pareil depuis de nombreuses années, dû bien sûr au travail abattu. La République, un autre quotidien paru ce jour, évoque également cette task force avec le risque zéro. Le journal parle de risque zéro. Avec l'entrée en vigueur de cette task force, tous ceux qui ont pioché dans les caisses de l'État devront simplement rendre gorge et la lutte justement contre le Covid-19, la gestion des fonds est plus que jamais assurée avec cette mise sur pied de la task force présidée par le ministre Ferdinand Ngongo. Perspective d'Afrique revient un peu en arrière et revient sur les infrastructures du championnat d'Afrique des Nations et même de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun avec des stades modernes pour la fête du football africain, contrairement aux élucubrations contenues dans les trames de deuil de certains journaux et autres médias audiovisuels, ainsi que quelques plateformes et des réseaux sociaux qu'ils ont réquisitionnés pour la sale besogne, celle de lyncher le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, livré à la vindicte populaire et traîné dans la gadoue par ses procureurs et juges d'un autre genre. Le championnat d'Afrique des Nations a été une réussite et la CAN 2022 au Cameroun en sera
encore une. Le tout est donc le travail d'une task force qui a été créée par le chef de l'État pour mener à bien la construction de ces infrastructures dans notre pays, et bien en choisissant de mettre sur pied une autre task force pour la gestion des fonds Covid dans notre pays. Le chef de l'État n'a que très bien réfléchi et le travail a été confié à qui de droit? À celui qui mène à bien ces travaux depuis quelque temps. Il s'agit du secrétaire général de la présidence de la République. L'essentiel est également paru aujourd'hui. L'hebdomadaire parle de cette gestion des fonds Covid-19 au Cameroun avec des soupçons qui portent sur de nombreux membres du gouvernement avec cette affaire de la dotation de 180 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international. Qui a reçu quoi pour faire quoi? Le FMI veut voir clair dans nos comptes. De forts soupçons de détournement pèsent sur certains membres du gouvernement. Des poursuites seraient engagées. Panique au sein du sérail et c'est en ce moment bien sûr que la présidence de la République décide de se saisir de ce dossier, annonce le journal L'Essentiel en kiosque aujourd'hui. Cameroun Tribune est également paru, mais parle plutôt de riposte à cette maladie, riposte contre le Covid-19 au Cameroun. On vaccine déjà dans notre pays. Les premières doses ont été administrées hier à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, des personnels de la santé, même des particuliers se sont portés volontaires pour cette opération qui va progressivement s'étendre à l'ensemble des 10 régions de notre pays, annonce le quotidien gouvernemental en kiosque aujourd'hui. Cependant, la Voix du Centre, également parue ce mardi, émet quelques réserves. La Voix du Centre émet quelques réserves sur ce vaccin, l'efficacité de ce vaccin chinois, le vaccin Sinopharm qui est administré au Cameroun. L'efficacité du vaccin chinois Sinopharm est l'efficacité donc qui semble peu élevée alors que la Chine mène une distribution très active des centaines de millions de doses à travers le monde. Gao Fu, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, admet que l'efficacité des vaccins chinois contre le Covid-19 est peu élevée justement, et émet également des réserves qui pourraient exiger des améliorations de ce vaccin dans les jours à venir, écrit la Voix du Centre qui est parue aujourd'hui. La Nouvelle Expression également en kiosque ce mardi parle de ces zones d'ombre qui persistent autour de cette administration du vaccin chinois au Cameroun. Le Cameroun a-t-il posé la charrue avant les bœufs? Le Premier ministre a accueilli les premières doses du vaccin alors que les points d'ombre sont restés en suspens sur le choix du vaccin du type à adopter. La souche contre laquelle on s'engage prioritairement au Cameroun, Yaoundé a donc engagé cette campagne de vaccination contre le Covid-19 sans une communication officielle pour informer l'opinion sur les zones d'ombre qui entourent encore ce dossier, comme le choix du pays sur le vaccin à adopter, la vulnérabilité de chacune des deux souches du virus en circulation au pays, la disponibilité du vaccin une fois que la campagne de vaccination a commencé. Mais ce vaccin serait-il le vaccin Sinopharm, une arme diplomatique à la conquête de l'Afrique? Les concurrents européens de la Chine y croient fermement en observant le rythme du déploiement du concurrent au sujet de cette affaire. La Chine jouerait donc un mauvais jeu, écrit la Nouvelle Expression qui est parue ce mardi. Intégration, un autre hebdomadaire également en kiosque ce jour, parle du Cameroun qui serre les deux pieds sur le frein au sujet de cette campagne de vaccination avec de nombreuses zones d'ombre qui persistent encore. Le gouvernement qui agit par prudence en réceptionnant à grand renfort de publicité le 11 avril dernier à Yaoundé 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. L'exécutif attend d'être prêt. Un peu plus d'un an depuis la détection des premiers cas de Covid-19 dans notre pays, le Cameroun est en voie d'entamer donc cette campagne d'ailleurs engagée hier, selon une source haut placée au sein de l'exécutif, citée par Intégration aujourd'hui. Cette dernière, la campagne bien sûr, sauf si on arrive à être prêt avant le 25 avril, devra débuter avant le 25 avril. Cette date est également évoquée
par de hauts cadres à l'hôpital central de Yaoundé qui assure tenir cette information de plusieurs responsables du ministère de la Santé publique. Il s'agit bien sûr de la campagne à grande échelle, campagne massive qui devra se tenir à travers le pays. Intégration parle également de la présidentielle au Tchad, l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier, l'élection tchadienne qui s'est tenue dans un climat assez tendu. En effet, la volonté affirmée des pouvoirs publics d'organiser un scrutin sans anicroche a buté sur les mots d'ordre de boycott de l'aile dure de l'opposition tchadienne, dont une campagne électorale marquée d'étincelles susceptible d'aboutir à un incendie redouté par tous, situation explosive s'il en était, avec des acteurs extérieurs jouant aux pompiers pyromanes. De fait, la dernière sortie de Human Rights Watch, à quelques jours du scrutin, est venue jeter de l'huile sur un feu qui couve depuis un mois dans ce pays. Eh bien, plus de peur que de mal, le scrutin s'est déroulé dans un calme apparent, conclut Thierry-Ndong Oona, envoyé spécial du journal Intégration sur place au Tchad, qui nous livre un compte-rendu de la tenue de ces élections. Le directeur de la publication, bien sûr, d'Intégration, dans les colonnes de son journal en kiosque ce mardi. Le Messager est également paru aujourd'hui et nous reparle de cette affaire de coupe illégale du bois. Coupe illégale du bois dans le département d'Union Mfumo, une affaire qui fait jaser depuis quelque temps et crée des gorges chaudes de la dispute qui se poursuit au-delà des divergences de vues, entre les fils et filles d'un canton Yengan autour des intérêts que génèrent leurs forêts. Il ressort de la cérémonie d'arbre à palabre de dimanche dernier que ces populations restent fondamentalement opposées aux conspirations contre l'État du Cameroun, évocation à retrouver autour de ce que le journal appelle la vraie fausse affaire Bitsok Adjap au sujet de la coupe illégale du bois, à retrouver en page 8 du journal Le Messager, qui donne d'ailleurs la parole au sous-préfet d'Endom en charge de la régulation du comité des riverains pour l'exploitation forestière à Bitsok Adjap, qui donne des explications dans les colonnes du Messager aujourd'hui. On peut retenir avec lui, avec Serge Lavi Nyona, le sous-préfet, que les populations d'Endom ne sont pas sur le pied de guerre. Voilà qui vient remettre de l'ordre dans ce conflit né à quelque temps maintenant, et de l'ordre également avec des malentendus dissipés autour d'une affaire entre le ministère du cadastre et des affaires foncières et le ministère de la justice. Malentendu dissipé selon Christian Tchapmi, comprendre dans la lettre circulaire signée du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières et fixant les modalités du contrôle minimum en vue de l'exécution des décisions de justice par les services centraux déconcentrés et les conservateurs fonciers relevant du ministère du cadastre. Pour comprendre justement cette lettre circulaire, c'est bien l'inspecteur général des services du ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières qui apporte des éclairages sur cette circulaire fixant les modalités du contrôle minimum en vue de l'exécution des décisions de justice par les services centraux et concentrés et les conservateurs fonciers relevant du MINCAF. Il s'exprime dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'effort camerounais est également paru, l'effort camerounais qui nous parle des obsèques du cardinal Christian Toumi qui auront lieu le 19 et 20 avril 2021. La nouvelle du décès de l'archevêque émérite a été rendue publique le 3 avril dernier. L'archidiocèse de Douala annonce la tenue des obsèques du 19 au 20 avril 2021. Et dans le journal catholique ce jour, on peut retrouver, relire les hommages de nombreux pasteurs de l'église catholique au Cameroun. Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafan, Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, Jean Baga, archevêque de Yaoundé, Faustin Ambassa Njodo, archevêque de Garoua, Paul Lontier, évêque de Yokadouma, Monseigneur Antoine Talou, archevêque émérite de Garoua. Tous s'expriment et rendent hommage au cardinal Christian Toumi dans les colonnes du journal L'Effort camerounais en kiosque aujourd'hui. Et Vision économique est également paru ce jour. Vision économique qui nous parle des questions liées à l'économie. Le journal de Sa Majesté Parfait Godor Kwang qui parle de l'autoroute Douala-Yaoundé avec le premier tronçon qui sera ouvert à la circulation avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021.
le gouvernement envisage d'ouvrir justement à la circulation les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala devant relier à terme les deux principales villes du pays avant la CAN 2021 organisée au Cameroun dès janvier prochain. La mise en service de l'autoroute se fait donc dans la perspective de cette compétition, la CAN qui se tiendra finalement donc en 2022. On le sait, mais pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever. Il faudra d'abord achever la construction de la première section de l'autoroute dont les travaux sont rendus à plus de 98% selon la mission de contrôle sur le terrain. Il faudra ensuite réaliser les ouvrages de raccordement pour relier la première partie de l'autoroute au réseau routier de Yaoundé et la nationale numéro 3 au niveau de Bomiébel. Tout savoir sur cette autoroute dont la phase 1 vise à construire plus de 60 km, une autoroute 2x2 voies extensible à 3 voies du point kilométrique 0 à l'échangeur de Bibodi. L'autoroute Douala-Yaoundé vise donc à construire un réseau routier moderne de 196 km entre les deux plus importantes villes du pays, écrit le journal Vision économique, qui parle aussi de la gestion forestière au Cameroun avec notre pays qui entend booster ses recettes forestières grâce à une nouvelle application SIGIF 2, malgré les réserves de la coopération allemande et de l'Union européenne, principaux bailleurs de fonds du système informatisé de gestion de l'information forestière de deuxième génération lancé il y a quelques jours seulement par le Cameroun. Le ministère des Forêts et de la Faune affiche son optimisme sur l'efficacité de cette application, écrit le journal et Vision économique, qui parle aussi de dette publique du Cameroun. Notre pays qui franchit la barre de 10 000 milliards de francs CFA. Au 31 décembre dernier, la dette du secteur public au Cameroun était cumulée à un peu plus de 10 milliards, soit environ 46,9% du produit intérieur brut en l'espace de 4 ans, c'est-à-dire entre 2016 et 2020. La dette publique a augmenté de plus de 4 324 milliards de francs CFA. Tout savoir sur cette dette publique de notre pays, c'est dans le journal Vision économique, le journal de Parfait Godokwan en kiosque ce jour. Et la suite avec de Guardian Post qui parle aussi des questions liées à l'économie dans notre pays, de Guardian Post qui parle de Taricon Credit Union qui vient d'être primé à l'international. Taricon Credit Union qui vient donc de recevoir un award justement nommé comme meilleure institution financière, meilleure microfinance de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le haut commissaire du Canada au Cameroun qui a reconnu en Taricon Credit Union la meilleure microfinance dans la zone CEMAC, la microfinance qui s'est donc distinguée par sa capacité de résilience et sa force, cette capacité justement de résilience en ces périodes difficiles liées à la pandémie du Covid-19. Tacul qui s'est donc distingué en venant en aide aux plus pauvres, aux prolétaires, des personnes en difficulté, surtout en situation de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le haut commissaire du Canada au Cameroun qui est revenu donc sur le personnel de ces banques et les ambitions de Taricon Credit Union. La microfinance sont également évoquées dans les colonnes du journal de Guardian Post aujourd'hui par le directeur général de l'institution qui salue également cette distinction internationale de meilleure microfinance dans la sous-région Afrique centrale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et le journal de Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise, qui nous parle aussi de ces parlementaires camerounais qui ont une fois de plus fait adresser une lettre aux parlementaires des États-Unis, une lettre une fois de plus controversée au sujet de la crise anglophone, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le journal de Christianga en kiosque aujourd'hui. Afrique Info est également paru, Afrique Info qui nous amène à la présidence de la République du Cameroun pour parler d'un homme dont la loyauté dérange les ennemis de l'ombre du président de la République, les auteurs d'un supposé remaniement ministériel qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux ont au fait de faire partir le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, une affaire d'aigri qui ne vendait pas cher la peau de cet homme d'État
dernier rempart de Nomgui. Il est donc clair que ces agitateurs veulent éloigner pour mieux atteindre le président de la République. Il s'agit bien de Samuel Vondo Ayolo, que le journal présente comme l'un des plus fidèles du président de la République, le journal de Djelfis, qui nous donne d'ailleurs à lire le parcours de l'homme et ses réalisations depuis qu'il est directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le Afrique Info qui nous parle aussi de cinéma avec les élèves qui se jettent dans l'activité avec Tony Bellet des sans visa, avec Tony Bellet, des jeunes des lycées et collèges de la ville de Yaoundé sont en pleine préparation d'un film depuis quelques semaines maintenant. Le journal Afrique Info qui nous donne à comprendre autour de cette préparation autour du cinéma camerounais. Le tri-hebdomadaire Le Soir est également paru aujourd'hui. Le Soir en kiosque ce jour qui revient sur cette spirale mortuaire qui frappe le Cameroun depuis quelques jours maintenant. Le Cameroun qui a perdu de nombre de ses dignitaires en guise de tableau noir. Aujourd'hui, le journal d'Armand Bianda revient sur ces morts enregistrées dans notre pays en un laps de temps. Plusieurs hauts commis de l'État ont tiré leur révérence. Si le pays tout entier salue la mémoire de ces hommes pluriels aux talents fourmillants qui ont servi la nation pendant de longues années, certains observateurs avertis cependant s'interrogent sur ces décès en cascade. S'agit-il d'une fin de cycle, s'interroge le tri-hebdomadaire Le Soir qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous parle aussi à son pied de une de la Caisse nationale de prévoyance sociale avec une embellie observée au sein de cette entreprise depuis quelque temps maintenant. Le directeur général de la CNPS qui s'exprime d'ailleurs dans le tri-hebdomadaire Le Soir en kiosque ce jour. On termine avec Eden, un autre journal d'expression anglaise en kiosque qui nous parle également de ce week-end triste. Ce week-end triste qui a vu plusieurs fils du Cameroun et même des personnalités du monde tombés, morts parfois des suites du Covid-19, également de grosses pertes relevées par le Cameroun qui cite Javel Mendozé, le ministre André Aristide Okuda, le prince Philippe Fon Mokete également parti le week-end dernier. Évocation et hommage rendus en leurs différentes mémoires retrouvées dans l'hebdomadaire Eden en kiosque ce mardi. Merci pour ce brillant rendu, Michael Chipkio. Nous allons revenir bien évidemment sur l'actualité portant sur la Covid-19 pour dire que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Manachi, s'est donc fait vacciner hier, tout en invitant, enfin une façon aussi de motiver les uns et les autres à se faire vacciner, mais aussi à nous faire comprendre que la maladie n'a pas disparu, elle est toujours là, donc merci de respecter les gestes barrières. Mais bon, on observe quand même dans les différents taxis aujourd'hui, que les taximans naturellement ne sont pas concernés par ces mesures de distanciation puisqu'on les voit toujours surchargés et même que les usagers n'ont pas ce réflexe-là de refuser d'entrer lorsqu'on leur propose bien évidemment la surcharge. Quelle est votre humeur là-dessus ce matin? Ouais, c'est une situation extrêmement grave que vous décrivez là, Fidjil. Vous avez dit les taximens ne sont pas concernés. Je dirais plutôt ne se sentent visiblement pas concernés, c'est-à-dire pour eux respecter la mesure qui leur interdit de surcharger dans les taxis, c'est une autre affaire. D'ailleurs, ils n'ont jamais respecté la mesure en question depuis le mois d'avril, je crois, où les premières mesures gouvernementales sont sorties, les 13 premières mesures. Il était question effectivement d'éviter les surcharges dans les taxis, mais ça n'a jamais été le cas. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui se sont pliés à la mesure pendant une semaine ou deux et après c'était terminé parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, juste après la publication de ces mesures-là, il y a une opération de contrôle qui a été initiée dans la ville de Douala précisément, où moi j'ai vu des contrôles policiers et autres, voilà, qui dissuadaient ces conducteurs de taxi-là d'opérer des surcharges, effectivement. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le laisser-aller total. Voilà, ils sont libres de mettre 2 personnes à la cabine de la voiture, 4 personnes à l'arrière,
parfois, et des gens qui sont assis sans masque de protection pour personne, ni pour le conducteur lui-même. Bon, c'est une affaire assez terrible quand même, mais on aurait quand même espéré que même si les conducteurs de taxi refusent de se plier à l'application de la mesure, c'est-à-dire de ne pas opérer à des surcharges dans les taxis, que les usagers, au moins eux, se disent, mais non, mais écoutez, on ne peut pas rentrer dans un taxi 4 à l'arrière, 2 à l'avant, plus le chauffeur, c'est-à-dire 3 personnes pratiquement, on se retrouve parfois 8, 9 dans un taxi, que les usagers eux-mêmes refusent de se plier à cela. On aurait espéré, on aurait souhaité voir cela, mais il y en a qui le font, et qui n'ont pas attendu d'ailleurs que l'on parle de Covid-19, de respect de la distanciation pour refuser de se faire surcharger dans des taxis. Il y en a qui le font, mais malheureusement, ils sont combien à le faire aujourd'hui? C'est-à-dire pour barrer la voie justement à la propagation de ce virus, dire non, non, et il a été interdit que l'on fasse des surcharges dans le taxi parce que c'est devenu une affaire normale malheureusement. Malheureusement, il est devenu normal d'opérer des surcharges dans les taxis et tout le monde le fait allègrement et c'est devenu la norme, quoi. C'est-à-dire vous refusez de vous faire surcharger, on est un peu surpris, on vous demande d'où vous venez, si vous venez d'arriver dans la ville, si d'où vous venez, ça se passe autrement et tout, vous subissez parfois des colibets de ces conducteurs de taxi là et même parfois de certains usagers qui vous disent ben, on est obligé, on va faire comment? Voilà le mot que l'on emploie très souvent. Et pourtant, effectivement, il faut se plier à cette mesure-là. Vous n'imaginez pas le taux de propagation de ce fameux virus. Dans ces taxis, on y rentre 4, 5, 6, 7, 8, sans masque de protection. Et tout, on est serrés les uns contre les autres, on se touche. Mais le prétexte des taximens, c'est qu'il faudrait que le gouvernement revoie aussi à la baisse le prix du carburant. Parce que s'ils ne surchargent plus, ça a forcément un impact sur leurs recettes. J'ai un véritable problème avec ça. Je crois que c'est un prétexte qui, de mon point de vue, ne tient absolument pas la route. Parce que un véhicule, il est fait pour combien de personnes d'abord à la base, il est fait pour combien de personnes? C'est un chauffeur à l'avant, un passager là et puis 3 personnes derrière, 5 personnes maximum, 5 personnes avec le conducteur naturellement. Exact. Alors que l'on ait laissé faire, effectivement, que les gens fassent des surcharges comme ils veulent et qu'aujourd'hui on leur demande d'arrêter. Je comprends que la difficulté se situe justement à ce niveau-là parce qu'ils vous diront effectivement qu'ils profitaient de ces surcharges-là pour rentabiliser davantage, pour se faire un peu plus d'argent au quotidien parce qu'à chaque surcharge, c'est quand même 2 clients de plus que ce qui est permis, que ce qui est supposé être dans un taxi. Mais évoquer aujourd'hui le fait qu'il faut baisser le prix du carburant pour qu'on évite de continuer surcharger, donc pour moi c'est une excuse qui ne tient absolument pas la route. On doit simplement revenir à l'orthodoxie de départ. L'orthodoxie veut effectivement que l'on soit 5 maximum dans un taxi. À plus de 5, vous devez être interpellé et répondre de cela naturellement. Alors, évoquer le fait du carburant, je crois que c'est une excuse comme ça, c'est un faux fuyant que ces conducteurs de taxi trouvent comme ça pour justifier le fait qu'ils continuent d'opérer à des surcharges. Ils peuvent trouver d'autres moyens. Peut-être s'arranger, effectivement, s'il faut augmenter le prix, diminuer le prix du carburant à la pompe, ou alors procéder à l'augmentation du prix du taxi. Souvenez-vous, à un moment, on devait payer le taxi à 200 francs CFA, on est passé à 250, on est parti de 150, aujourd'hui on a 250 francs quand même, mais dit qu'il faut encore baisser le prix du carburant, peut-être augmenter le prix du taxi pour certains l'ont dit également qu'il faut augmenter peut-être le prix du taxi pour qu'il ne fasse plus de surcharge ou baisser le prix du carburant. Non, je crois que si dans tous les secteurs d'activité, tout le monde doit procéder de cette façon-là, on n'y arrivera pas. C'est le cas également pour les conducteurs de moto qui vous mettent 3, 4, 5, 6 personnes, parfois 5, 6, oui, sur une seule moto. C'est le phénomène de bâchement et tout qui est devenu une norme pratique. Normale, voilà, une norme pratique dans notre pays. Non, c'est une affaire grave. Je crois qu'il faut procéder justement, au-delà de la sensibilisation qu'on fait déjà assez, à une sorte de répression pour amener les uns et les autres à revenir à l'ordre, à respecter les normes, à respecter les principes, la règle. Donc ça ne doit pas être une prière. Il n'est pas question de supplier les taximens pour leur dire non, ne le faites pas parce que vous allez contaminer les gens et tout. Non, même si le Covid venait à s'achever aujourd'hui, à se terminer, non, il faut qu'on revienne à la norme. Un taxi, c'est une personne à l'avant, 3 à l'arrière, un chauffeur, 5 personnes maximum. Il n'est pas question d'en mettre 8, 9
et demander qu'on baisse le prix du carburant, qu'on augmente le prix. On ne va pas manquer de rappeler que parmi les 13 mesures, justement, de mesures barrières justement contre la Covid-19, on met un accent sur les deux principalement dans ce cas de figure, notamment le port du masque et le mètre de distanciation sociale qui n'est pas respecté. C'est difficile de respecter dans un taxi. Mais ce qui est grave, c'est que on va dire que ils ne portent pas de masque, que ce soit le chauffeur, que ce soit les passagers. Ils n'abordent pas de masque. Donc, c'est aussi une occasion non seulement d'attirer leur attention, mais également de sensibiliser les promoteurs d'agences de voyage pour ce qui est du transport interurbain. Parce qu'on a remarqué que depuis quelques temps, il y a aussi un relâchement de ce côté. Oui, effectivement, de ce côté, c'est aussi très grave. Souvenez-vous, au début de la pandémie, quand ces mesures ont été prises, dans les agences de voyage, oui, ils ont fait semblant, je vais dire ça ainsi, de se conformer à la mesure où vous aviez des agences qui avaient des bus de 70 places qui voyageaient avec une trentaine de personnes parce qu'il fallait respecter les nouvelles prescriptions, les nouvelles mesures. Mais aujourd'hui, tout est revenu comme par le passé. On continue de mettre plus de 70, d'ailleurs on peut en mettre 100. Et puis, sous le regard parfois des forces de maintien de l'ordre qui voient passer, et vous savez comment ça se passe, naturellement. Donc, je crois que c'est assez grave, au-delà du transport urbain, avec cette affaire des conducteurs taxi. Il faut noter également le retour en force de ce qu'on appelait les cargos, et tout qui sont de retour, le retour en force de ces affaires de cargo. Là-bas, vous êtes massés des centaines, et tout vous parcourez des distances inouïes dans des conditions dantesques, parfois difficiles, compliquées. Vous suffoquez dans un amas de ferraille, parfois qui ne répond à aucune norme. C'est assez grave. C'est-à-dire, au-delà du transport urbain, il y a le transport interurbain qu'il faut également toucher du doigt. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et le ministère des Transports n'a cessé de sensibiliser sur la question. Souvenez-vous, vous avez vu le ministre du Transport il y a quelques semaines à Yaoundé, qui est lui-même descendu sur le terrain. En personne, il était dans les rues de la ville de Yaoundé pour sensibiliser. Il faisait descendre parfois des usagers de taxi, des usagers qui ne portaient pas de masque ou alors qui étaient en situation de surcharge. Voilà. Je crois qu'une telle initiative du ministre des Transports doit se poursuivre effectivement à travers des agents sur le terrain qui doivent effectivement s'atteler juste à cette tâche pour s'assurer finalement que les gens respectent au moins la norme. Il faut au moins que ces conducteurs de taxi la sentent qu'il y a une opération de contrôle qui existe au moins. Question de les dissuader tout au moins que de le faire dans un laisser-aller total et ne se douter d'absolument. Avant de vous laisser partir, je vais partager avec vous ce communiqué du gouverneur de la région du littoral qui dit, je cite, « Le gouverneur de la région du littoral porte à la connaissance des populations de son unité de commandement qu'à la suite de la recrudescence des cas de Covid-19 de plus en plus observés dans la région ainsi que la hausse de la courbe des décès, force est de constater que le relâchement des populations face à l'observance du respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Aussi, appelle-t-il à la responsabilité de tous et de chacun dans ce combat commun. Par conséquent, les leaders religieux, les présidents de syndicats des transports en commun urbains, interurbains, les chefs traditionnels, les chefs d'entreprise, les responsables d'établissements scolaires ont la charge de prendre toutes les dispositions à leur niveau et de veiller à l'application stricte des mesures de distanciation, du lavage des mains et du port systématique du masque dans leurs différentes communautés. Outre les missions de contrôle inopinées envisagées auprès des communautés cibles dans les prochains jours, les autorités administratives et municipales ainsi que les responsables de tous les services administratifs privés et confessionnels sont tenus chacun de veiller au respect strict des présentes dispositions. Signé le gouverneur du littoral, de la région du littoral. Rappeler, avant de laisser partir M. Michael Chipion, on va rappeler que toujours dans le plan d'urgence contre la Covid-19, on ne va pas revenir sur cette information, pour rappeler que le gouvernement camerounais bénéficie justement de l'appui de la Chine, mais l'information majeure à retenir ce matin, c'est que le vaccin est opérationnel, et d'ailleurs, on a pu suivre l'exemple du ministre de la Santé publique qui lui-même s'est fait vacciner, donc on croit qu'il n'y a vraiment pas de... On n'a aucune... je dis,
il n'y a aucun risque à se faire vacciner. Et on va rappeler également que c'est volontaire, c'est pas obligatoire. On va ressortir avec ma chanson du cœur, en rappelant aussi la mesure barrière, parce que ça doit être comme une chanson, comme un slogan d'ailleurs pour tout le monde, et beaucoup plus mis en pratique, c'est bien pour notre santé. Se laver les mains autant que faire se peut, utiliser sa solution hydroalcoolique, porter son masque, surtout quand on est à l'extérieur. Allez, ma chanson du cœur, on a Yodé et Siro, le titre de la chanson Victoire. On sait que ça a marqué, évidemment, ça fait danser toute l'Afrique, hein, dans les années 2000 pratiquement. Et on a Les Potes de la rue, le titre Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Ouais. Oui, vous penchez pour quel... Là, je fais le choix de Victoire de Petit Yodé. Super. On reviendra là-dessus, mesdames et messieurs, le temps pour nous de prendre, voilà, de faire un clin d'œil à nos partenaires et de revenir tout juste derrière. À tout de suite.